De nouvelles révélations sur la disparition du médecin de Sker recherché au niveau international. Antoine Devulder a pris la fuite juste avant son procès pour des viols répétés commis sur son ex-épouse. Un procès qui s'est tenu en décembre à Quimper. Selon les dernières informations du Télégramme, l'homme de 58 ans aurait anticipé sa fuite. On fait le point sur ces nouvelles informations en début de journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Il avait donc pris la fuite juste avant sa condamnation à 15 ans de prison pour viol et violence en décembre. Depuis, plus aucune nouvelle de l'ancien médecin de Sker. Frappé d'un mandat d'arrêt européen et d'une notice rouge d'Interpol, Antoine Devulder reste introuvable. Une cavale qui aurait été anticipée, comme nous l'explique Maël Delmure. Ah non, on ne dit pas disparition, on dit sa cavale. On est au pays de la cavalcade, donc on dit la cavale de Sker. La cavale de Sker a un surnom donné à la fuite du docteur Devulder, condamné à 15 ans de prison pour viol et violence sur son ex-femme. Pour Gwen, journaliste du Télégramme, de nouveaux éléments viennent renforcer la thèse de la cavale planifiée. En se renseignant un petit peu, en discutant avec les gens, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas un acte spontané, ce n'est pas sous le coup de la panique. Le docteur Devulder a construit sa fuite, il a construit sa cavale, il avait préparé ça. Déjà, il y a plusieurs indices. Il y a le fait qu'il se faisait payer en espèces depuis de longs mois, qu'il a vendu sa voiture dans les dernières semaines, et puis c'est ce qu'on a découvert aussi de façon étonnante, il a suivi une formation de manutentionnaire. Donc dans l'idée de changer peut-être de métier, de pouvoir se créer une autre vie, un autre métier ailleurs. Dans la commune, les rumeurs se propagent de bon train depuis la disparition du médecin. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il était parti en Afrique, là. Bon, on ne sait pas où il est, hein, mais c'est un peu bizarre, quoi. Et de ce que j'ai su, il a même laissé des affaires sur place et tout ça, donc voilà. Ça s'est fait, pour moi, ça s'est plutôt fait précipitamment ou pas, mais je pense pas que ça a été calculé parce que quelque part, il aurait lâché le morceau quand même. Une fuite qui a pris de court l'ensemble des habitants de la commune, y compris le maire. Donc vous avez la plaque du médecin et donc son local. Les échanges directs que j'ai pu avoir avec lui, il n'a jamais été fait état de sa part donc de partir. C'était plutôt le contraire en disant qu'il serait resté médecin sur la commune de Sker pendant encore pas mal d'années. Ça, c'est ce qu'il a pu me dire à maintes reprises. Mais qu'il est prévu de partir, non. Un mandat européen et une notice rouge Interpol a été émise afin de retrouver le médecin disparu depuis 5 mois. Et on vous en parlait hier, à Brest se déroule le procès de Génavir, l'armateur de l'Ifremer. Un ancien commandant et un ancien chef mécanicien comparaissent pour des faits de harcèlement moral et sexuel. Pour l'un, assorti de faits d'agression sexuelle. Pour l'autre, le parquet a requis ce mercredi respectivement 2 et 1 an de prison avec sursis ainsi que 10 000 € d'amende. Concernant Génavir, le parquet réclame une amende de 40 000 € dont 20 000 € avec sursis. Le verdict est attendu ce soir ou jeudi. Voilà, et 2 suspects ont été placés en détention provisoire ce mercredi après une violente altercation à l'entrée d'un bowling à Quimper. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Un agent de sécurité a été violemment frappé à l'entrée de l'établissement. Grièvement blessé, il a été transporté à Brest et placé dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Direction Sainte-Anne-d'Auray, maintenant dans le Morbihan, haut lieu du catholicisme en Bretagne. La commune, renommée pour son sanctuaire, est le plus important lieu de pèlerinage de la région. 48 heures après le décès du pape François, touristes et locaux ont afflué sur le site. France-Marie Notmas est allée à leur rencontre, est allée leur demander ce qu'ils attendent du prochain souverain pontife. Devant la basilique de Sainte-Anne-d'Auray ce matin, nous rencontrons Sylvette. Originaire de Lorient, la retraitée est venue faire visiter le sanctuaire à ses sœurs. Qu'en sera-t-il du prochain pape? Elle nous dresse son portrait robot idéal. J'aurais bien aimé un pape plus jeune, dans les 60 ans au moins, et qui parle du célibat des prêtres là qu'il faudrait abolir. Et puis plus ouvert sur l'avortement, voilà, sur les sujets de société. Chez les fidèles croisés à la sortie de la messe, le son de cloche est sensiblement le même. J'espère qu'il continuera sur les pas de François et qu'il continuera à faire bouger l'Église. Et qu'il fasse partie de notre famille, comme on avait l'impression que le pape François fasse partie. Toute cette espérance qu'il nous a donnée et tout ce sens de l'accueil et des pauvres, c'est pour moi très important.
Qui sait, cette liste de critères aidera peut-être les 135 cardinaux électeurs dans leur choix. Après les funérailles du pape François ce samedi, le conclave se réunira pour élire le futur chef de l'Église. Mais pour avoir un nouveau pape, il faut d'abord qu'il soit élu, et ça c'est le rôle du conclave. Il doit débuter au minimum 15 jours après la mort du souverain pontife, soit théoriquement à partir du 6 mai. Jérôme Gallo vous emmène dans les coulisses de la chapelle Sixtine pour vous en dévoiler les secrets. Habemus Papam. Près d'1,4 milliard de catholiques dans le monde attendent avec impatience cette célèbre formule. C'est elle qui introduira la présentation du nouveau souverain pontife, place Saint-Pierre. Le successeur de François va être choisi par le conclave qui réunit des cardinaux venus du monde entier, mais seuls 135 d'entre eux, âgés de moins de 80 ans, ont le pouvoir de voter. Celui qui obtient 2/3 des voix de l'Assemblée sera élu pape, et tant que ce seuil n'est pas atteint, eh bien pas le choix, les cardinaux revotent. La tradition veut que les électeurs soient coupés du monde extérieur. Les cardinaux vont vivre en vase clos le temps du vote qui a lieu à la chapelle Sixtine. Durant ce temps, pas le droit au courrier, aux journaux et bien sûr au portable. En principe, n'importe quel homme baptisé peut être élu pape, mais dans les faits, le futur souverain pontife sera issu de ce contingent de cardinaux. Parmi eux, un breton de 79 ans, Monseigneur Christophe Pierre. Originaire de Rennes et de Saint-Malo, il est actuellement représentant diplomatique du Vatican aux États-Unis. Peut-être sera-t-il l'heureux élu lorsque la fumée qui sort de la cheminée de la chapelle Sixtine sera devenue blanche, signal qu'un successeur au pape François a été trouvé. Et puis la diffusion du film Silence interdit dans plusieurs villes de Bretagne après Lorient et Lannion. Le maire de Saint-Brieuc a pris un arrêté ce mardi pour empêcher la projection du documentaire du militant d'extrême droite Tommy Robinson. Ce film revient sur un incident de harcèlement scolaire largement médiatisé en 2018 au Royaume-Uni où l'auteur tient des propos diffamatoires à l'égard de la victime, un écolier d'origine syrienne. Le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, avance plusieurs arguments pour expliquer cette décision. Incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination et un risque très élevé de troubles à l'ordre public et la diffusion d'idées racistes ou discriminatoires, ainsi que des propos complotistes. Voilà, on revient à Brest maintenant avec le FOWT, le Floating Offshore Wind Turbine, un salon dédié aux éoliennes flottantes qui prend ses quartiers dans la ville jusqu'au 25 avril. Il s'inscrit dans un contexte crucial en Bretagne alors que 2 parcs d'éoliennes flottantes sont en projet au large du Morbihan. Si la région a exprimé sa volonté de développer la filière sur le territoire, plusieurs collectifs s'opposent à ces projets. Selon Loïc Chénégiard, le président de la région, il est important de dépasser les obstacles que rencontre la filière. On l'écoute au micro d'Enora Lenôtre. Nous devons expliquer sans relâche que nous avons besoin de cette énergie pour notre liberté, pour notre souveraineté. Le pétrole ou le gaz pollue, mais pollue loin, ou pollue de manière diffuse. On ne le voit pas forcément. Et donc on se dit, on ne veut pas d'éoliennes face à chez nous, face à notre fenêtre sur l'océan, parce que finalement on préfère vivre comme avant. Mais nous savons que nous devons changer. Donc nous devons discuter, échanger, expliquer à nos citoyens ce que nous sommes en train de faire. Et puis le deuxième frein, c'est les à-coups politiques au niveau national. Un coup on veut des énergies renouvelables, un coup on n'en veut plus. Un coup on veut lancer des appels d'offres, un coup on arrête de lancer des appels d'offres. Donc des discussions locales pour une acceptation par les citoyens. Et puis encore une fois un cap clair donné au niveau national et européen. Voilà les conditions de la réussite. Et puis en Bretagne, les apiculteurs anticipent une menace, le frelon asiatique. Importé accidentellement en France il y a une vingtaine d'années, cette espèce invasive est dangereuse pour l'homme mais aussi pour les abeilles. Avec les beaux jours, les apiculteurs ont donc repris les piégeages des nids primaires pour éviter leur prolifération à l'été. Jean-Paul Lebihan, apiculteur à Pleyber-Christ, nous explique pourquoi c'est le bon moment d'agir. La période de printemps, c'est la période où il faut faire du préventif, puisqu'il faut donc capturer les reines qui sortent d'hibernation. Ces reines donc, vont fonder des nouveaux nids, et dans un nid qui dans le premier temps sera un nid primaire sous un abri, et ce nid primaire va donner naissance à des premiers frelons qui vont ensuite migrer donc, vers un nid secondaire, généralement en haut d'un arbre. Et donc ce nid ensuite va se développer, et donc pour atteindre son apogée donc en septembre, à peu près août-septembre, et c'est là que donc les frelons vont s'attaquer aux abeilles.
Et pour finir ce journal, c'est une jolie profession que nous voulions vous présenter, celle de Fabienne Le Romanceur, qui est biographe hospitalière. Son rôle, accompagner des personnes malades ou en fin de vie dans la rédaction de leur mémoire. Un reportage de Jean-Noël Potin et Jérôme Gallo. Un objet sur lequel la famille peut s'appuyer pour traverser son deuil, un objet qui rappelle la personne qu'on aime encore. Entrez. Bonjour. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait rire et que j'aimerais bien revoir avec vous concernant une anecdote que vous m'avez racontée. Je reviens plusieurs mois après offrir le récit qui est enveloppé aux personnes à qui il est destiné. Donc moi, je rappelle le contexte dans lequel l'auteur a fait son récit pour qu'il y ait vraiment l'accueil le plus tranquille, le plus serein pour ce cadeau que l'auteur s'est fait lui-même, parce que le processus d'écriture, le processus d'écriture de son récit, c'est un cadeau de projet qui se fait lui-même dans une période de vie où il n'est pas au top, où il subit des pertes. Et c'est aussi un cadeau qu'il fait à ses proches. Je me suis formée à la biographie, parce que c'est un prérequis. On ne s'improvise pas du tout, même si ce n'est pas un métier qui est encore reconnu. On ne s'improvise pas biographe hospitalier. Donc j'ai fait la validation de biographe, ensuite la formation de biographe hospitalier. J'apprends beaucoup dans ces expériences de biographie hospitalière. J'apprends avec les auteurs, avec les proches, avec les équipes soignantes, avec le regard aussi que la société porte sur ce métier-là. Merci pour les photos que vous m'aviez montrées l'autre fois, parce que ça m'a permis de me représenter la jeune fille que vous étiez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.